Les premiers mots, évidemment, seront des mots de remerciement pour celles et ceux qui ont rendu possible ma présence ici aujourd'hui dans le cadre de ce colloque, de ce séminaire, de cette rencontre. Et j'ai bien évidemment un plaisir particulier à me retrouver une fois encore à Bellorion, où je suis venu pour la première fois il y a, je crois, 15 ans. Donc, ça n'est pas une découverte, c'est une redécouverte. Mais en 15 ans, la situation du Brésil a grandement changé. Et en d'une certaine manière, Belo Horizonte que je retrouve, l'université que je retrouve, n'est pas la même que celle que j'avais pu rencontrer il y a une quinzaine d'années. Et il y a néanmoins des continuités, comme toujours en histoire. Et la continuité, elle se marque par la présence continuée d'un certain nombre de visages que j'avais découverts à l'occasion de cette première visite, visages qui sont toujours là et que je me réjouis de revoir et avec lesquels les personnes portant ces visages, je me réjouis de pouvoir converser à nous. Alors je voudrais vous entretenir, selon le titre de cette communication, du régime moderne d'historicité à l'épreuve des deux guerres mondiales. Qu'est-ce que cette notion que j'ai essayé de proposer peut apporter ou en quoi se trouve-t-elle transformée par l'épreuve des deux guerres mondiales et de la question. Dès qu'il s'agit du temps, nous n'avons jamais accès qu'à des expériences du temps. Donc tout, à dire vrai dans une culture, pourvu qu'on interroge sous cet angle, peut fournir un indice ou un témoignage. On aille de la production intellectuelle la plus élaborée jusqu'à l'objet le plus ordinaire de la vie quotidienne. Ces expériences, on s'élève aux formes et aux modes de temporalité qui sont des élaborations produites par les contemporains eux-mêmes pour s'orienter dans le temps, dans leur temps, pour le saisir, pour le dire, avec leurs mots et leurs concepts, leurs images et leurs récits. Bref, en mobilisant toutes les ressources de leur culture, passée et présente, pour lutter contre lui, le supprimer, le maîtriser, ou y prétendre, afin d'en user selon les buts qu'ils se fixent, et en fonction des croyances qui sont les leurs. Parmi les repères, les tout premiers sont les catégories du passé, du présent et du futur, dont selon les époques et les lieux, ont varié les contenus ainsi que les manières de les articuler. Jusque-là, il n'y a pas de régime historique. La notion que j'ai proposée intervient en effet ex post, elle a un artefact. Régime, le mot renvoie au régime alimentaire, regimen en latin, diaeta en grec, au régime politique, politeia, au régime des vents ou encore au régime d'un moteur. Ce sont là autant de métaphores évoquant des domaines pas simplement différents, mais qui ont au moins en commun de s'organiser autour des notions de plus et de moins, de degrés, de mélange, de composés et d'équilibre, toujours provisoire et instable. Un régime d'historicité n'est ainsi qu'une façon d'engrener passé, présent et futur, ou de composer un mixte des trois catégories, justement comme parlé dans la théorie politique grecque de constitution mixte, mêlant aristocratie, oligarchie et démocratie, un des trois composants étant de fait dominant. Le régime d'historicité n'est donc pas une réalité ni directement observable, ni consigné dans les almanachs des contemporains. Il est construit par l'historien. Il ne doit pas être assimilé aux instances de la guerre, un régime peut en succéder mécaniquement à un autre, on le fasse descendre du ciel ou monter de la terre. Il ne vacille pas avec les époques, aux sens de bosser, de Condorcet,
et ne se calque nullement sur ces grandes entités incertaines et vagues que sont les civilisations. Il est un artefact que valide sa capacité heuristique. Notion, catégorie formelle, il est à placer du même côté que l'idéal type général. Selon que vient à dominer la catégorie du passé, du futur ou du présent, il est bien clair que l'ordre du temps qui en découle n'est pas le même. De ce fait, certains comportements, certaines actions, certaines formes d'historiographie sont davantage possibles que d'autres, plus en phase ou décalées que d'autres, inactuelles s'ils tombent en tapis. Comme catégorie sans contenu, à même de rendre mieux intelligible l'expérience du temps, rien ne le confine au seul monde européen ou occidental. Il a au contraire vocation à être un instrument comparatif. Il l'est par construction. L'usage que j'en propose peut être tantôt large, tantôt restreint, macro ou micro-historique. Il peut être un artefact pour éclairer la biographie d'un personnage historique, tel Napoléon, pris entre le régime moderne porté par la Révolution et le régime ancien, symbolisé par le choix de l'Empire et le mariage avec Marie-Louise d'Autriche, ou celle, la biographie d'un homme ordinaire. Avec lui, on peut traverser une grande œuvre littéraire haute, telle les Mémoires de Breton de Chateaubriand, où il se présente comme, je cite, ce nageur qui a plongé entre les théories du fleuve du temps. On peut questionner l'architecture d'une ville, hier et aujourd'hui, ou encore comparer les grandes consciences du rapport au temps de différentes sociétés, proches ou lointaines. Et à chaque fois, par l'attention toute particulière portée au nom de Fils du temps et à leurs expressions, on vise à faire surgir de l'intelligibilité en plus. Par quoi caractérise le régime moderne d'historicité? Par la prédominance de la catégorie future, par un écart qui va croissant entre champs d'expérience et horizons d'attente, si l'on reprend les métacatégories déployées par l'historien allemand Reinhard Koselleck. Le futur est le télos, le but. De lui, la lumière qui éclaire le passé. Le temps est plus simple principe de classement des acteurs, opérateurs de l'histoire processus, qui est l'autre nom, ou le nom véritable du pôle. Cette histoire que les hommes font est perçue comme accélérante. Alors on croit en l'histoire avec un H majuscule, croyance diffuse ou réfléchie, mais partagée. On croit aussi que les hommes font l'histoire avec un H majuscule. Tocqueville est celui qui en 1840 en a donné la formulation la plus claire. Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Par ces mots, il prend acte de la fin de l'ancien régime historicité, dans la lumière du passé, et donne du même coup la formule du régime moderne, c'est-à-dire la clé d'intelligibilité du monde depuis 1789, où c'est désormais l'avenir qui éclaire le passé. Ainsi, l'esprit ne marche pas, ou plus, dans les ténèbres. Comment ce régime traverse-t-il la période 1914-1945, nommée par Raymond Aron, la guerre de 30 ans, et par d'autres, le suicide de l'Europe? Telle est la question que je voudrais examiner. Peut-on en effet concilier la vision des ruines, des dévastations, des morts par millions, des disparus, des générations couchées, et l'idée du progrès? Certes, après les destructions, il y a les reconstructions, les progrès des économies, les gains de productivité, l'augmentation du niveau de vie, les exigences de modernisation et la valorisation du moderne en tant que tel. Sans parler, après 1945, de l'installation de la guerre froide et de la compétition entre l'Est et l'Ouest, avec la course d'armement et l'évolution technique. L'accélération s'y fait particulièrement sensible. Que veut dire dans ces conditions croire en l'histoire avec un H majuscule, dont l'évidence de plus en plus impérieuse s'est imposée tout au long du siècle. Il faudrait évidemment distinguer entre les expériences du temps des vainqueurs et des vaincus, d'anciens vainqueurs devenus vaincus, entre le temps qui s'installe dans les dictatures et celui qui accourt dans les démocraties, entre le temps des nouveaux acteurs, les États-Unis et l'URSS, et celui des autres, clairement entre les uns et les autres, les positions, les attentes, les exploits, les regrets ne sont pas identiques. Que ne peuvent l'être les rapports noués entre passé, présent et futur. Certes, il existe un temps universel, mais, indépendamment des décalages horaires, on ne vit pas à la même heure à Berlin, à Moscou, à Rome ou à Paris. De tout cela, le régime moderne ne saurait sortir indemne. D'où une question préalable. La notion conserve-t-elle la moindre pertinence
pour embrasser les expériences du temps si différentes, les histoires si bouleversées, les situations si diverses. Ou n'est-ce qu'un mot vide, ne subsumant que des abstractions? C'est ce que je voudrais tenter de voir. Bien, une première réponse. N'est-il pas ce récit moderne comme ce navire, emblème de la ville de Paris avec sa devise, foutoie de l'éclaircie, ballotté par les flots, il échappe finalement au frein. De plus, dès la guerre de 14, il a connu un machisme pour des reformulations qui le rendent mieux à même de traverser les crises et les troubles. Car à côté du progrès, c'est imposé une autre figure qui en découle jusqu'à pouvoir s'y substituer. La révolution, qui est conçue comme point de progrès, voire comme au-delà du progrès, et en tout cas comme lieu d'intelligibilité de l'histoire. Dans le même temps, le dégagement de la dimension proprement économique des phénomènes, la reconnaissance d'une histoire en profondeur, scandée par les modes de production et des luttes de classe, les réflexions sur les crises économiques, bientôt l'apparition d'une histoire économique et sociale, conduisent à se pencher sur l'étude des rythmes profonds des sociétés. Si progrès il y a, il vient de loin, n'est pas continu, et ne se confond pas avec ce qui était immédiatement visible. Bref, le régime moderne a acquis de l'épaisseur ou de la profondeur. Le temps qui le constitue n'est plus d'une seule coulée, qu'il s'agisse du passé ou du futur. Le schéma condensé s'est complexifié. Alors quelle est, très sommairement, la situation avant 1914? Les autres histoires, cette proposition devenue banale est l'aboutissement d'un long cheminement entamé à la Renaissance, porté par la vision de l'homme comme un acteur. Il fait et il se fait. Pour qu'on pût croire en l'histoire, il fallait encore que le temps devint à son tour un acteur, ce qui advint à la fin du XVIIIe siècle. De la rencontre et de l'interaction entre les deux acteurs, le premier essayant de maîtriser le second, de se servir de lui, résultait l'histoire effective. L'expression, probablement la plus emblématique de ce qu'on pourrait appeler la version forte optimiste du régime moderne, se manifeste dans l'exposition universelle de 1900, avec son palais d'électricité, brillant de tous ses feux dans la nuit. Fasciné par la salle des dynamos, l'historien américain Henry Callus y fait de longues stations. Comme un mode plus surtout, les écrits du socialiste Jean Jaurès participent de cette conversion, exprimant avec éloquence la philosophie que l'on retrouve dans sa passion d'écrire l'histoire et bien évidemment dans sa conception de l'action politique. Face à cet adversaire conservateur, il revendique ce qu'il appelle la vraie fidélité au passé par cette formule. C'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source. Et pour ce qui est de l'histoire, je le cite encore, il est admirable de voir comment la grande force historique, à savoir la Révolution, qui a soulevé un monde nouveau, a ouvert en même temps l'intelligence des mondes anciens. Quant au présent, je cite à nouveau, il n'est qu'un moment dans l'humanité en marche, donc pas d'admiration béate pour lui, puisque, ajoute-t-il, la France s'en va vers une pleine clarté qu'elle n'a pas encore atteinte, mais dont le pressentiment est dans sa pensée. Ainsi, le futur, comme approfondissement et accomplissement de la Révolution, est bien ce qui vivifie et donne sens au passé comme au présent. Progrès et révolution marchent de concert. Dans le cas de la France, la Révolution est à la fois derrière, puisqu'elle a eu lieu, et devant, à reprendre. Son échec a signifié pour les uns qu'il fallait l'achever afin de la clore, pour les autres qu'il fallait au contraire la relancer pour dépasser sa phase bourgeoise. Pour une part, elle a été l'occasion de réactiver et de transposer l'ancien et puissant schéma chrétien du temps que scandait le déjà et le pas encore. Elle a eu lieu, tout comme le Rédempteur est déjà, nous allons voir si le Rédempteur s'est bien né. La Révolution a été l'occasion de transposer et de réactiver ces anciens schémas scandés par le déjà et le pas encore. Elle a eu lieu, la Révolution, tout comme le Rédempteur est déjà venu, mais tout n'est pas encore accompli, loin s'en faut. Sur ce schème, viendront se greffer des variantes dans les premières.
conçue comme un développement logique, la révolution est portée et apportée par le futur, conformément, je donne un exemple rapide, à l'idée de Lassalle, pour qui, je cite, les révolutions se font, on ne les fait pas. Ou de Trotsky, pour qui nous marchons vers une ère de révolution dont nous ne pouvons préciser la version. Et vous avez la version messianique, par exemple, de Weber, annonçant à ses auditeurs en 1891 que si peu de gens présents dans cette salle ne vivront pas ces choses. Avec l'interprétation léniniste, en revanche, quelque chose change dans le rapport au temps. Pour l'avenir, la révolution doit opérer un saut hors du présent sous l'action d'une avant-garde révolutionnaire. S'ouvre alors un temps autre et un nouveau futur, promesse d'une maîtrise complète du destin. On accélère la fin du vieux monde. Peut-on hâter la fin, se demander des premières communautés chrétiennes? Comment les historiens français, contemporains de l'instauration de la Troisième République, se positionnent-ils par rapport au futurisme de l'histoire? En sont-ils les propagateurs sionistes? Assurément, ils croient dans l'histoire, cette histoire avec un H majuscule, et ambitionnent d'en montrer les progrès. Pays qui les critiquent fortement ne cessent de leur reprocher d'en avoir fait l'ultime la maîtresse de leur monde. Assurément, ils croient qu'on peut faire l'histoire. Mais tout se passe comme si, en pratique, ils allaient s'évertuer à dissocier histoire et futur. Alors même que la dimension du futur se trouve au cœur du concept de moderne histoire. Plus ils revendiquent de faire une histoire scientifique, plus ils sont en effet amenés à mettre l'accent sur le passé et à insister sur la nécessaire rupture entre le passé et le présent. Il n'est l'histoire scientifique que du passé répétible, et l'historien doit en quelque façon s'absenter lui-même, c'est-à-dire s'abstraire du présent. Mettant l'accent sur la méthode, en fait la critique des sources, ils ne tarderont pas à être affublés du sobriquet de positivistes par leurs détracteurs plus jeunes. Lucien Febvre ne manquera pas de relever qu'en fait cette histoire, je cite, n'était qu'une déification du présent avec du passé, mais qu'elle se refusait à le voir, à le vivre. Le passé tend en somme à remporter sur le futur. Si l'intelligibilité est interdite au futur, on n'en fait plus trop pétant. Plutôt, on fait comme si le passé parlait tout seul, tandis que la République est conçue comme devant être le régime définitif d'une nation agonisée. En un sens, l'histoire est finie. Mais la crise de l'affaire Dreyfus, qui divise profondément, vient soudain jeter le trouble. Elle montre, même à ceux qui préféraient ne pas voir, que la méthode critique ne peut être tout, puisque des réfutards et anti-réfutards s'en réclament également. En obligeant un certain nombre d'entre eux à sortir de leur cabinet de travail, elle fait en outre voler en état la figure entre passé et présent. La méthode peut aussi avoir son mot à dire dans les conflits du présent. De fait, l'affaire a joué un rôle dans l'émergence de l'histoire contemporaine. Elle montre enfin que la République n'est pas aussi assurée qu'on avait pu le croire. Après 1918, la Grande Guerre entraîne des mises en question multiples et profondes des rapports au temps et provoque un de ces moments d'arrêt qu'à l'arène a donné Crèche. D'abord, que devient la croyance commune dans l'histoire. Dès 1919, Poirier répond par sa pauvreté sérieuse sur la décadence de l'Europe. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que ça mortel, et il continuait. Nous voyons maintenant que la ligne de l'histoire est assez grande. Cet effondrement résulte qu'il est aussi difficile, à nous dire, de reconstituer le passé, de construire la vie. Et, avec cette formule, le prophète est dans le même sac que l'historien et son exil. L'histoire avait failli. Cette histoire diplomatique académique, la seule de Valérie Gonesse, qui prétendait prévoir, celle fondée sur le précédent et se piquant de leçons, celle qui pensait bien, dit-il, à un lendemain, mais point à un lendemain qui ne se fut jamais présenté. Un peu plus tard, en 1931, il oppose un soit comprendre l'événement politique, une autre qui n'existe pas, qui pourrait place des phénomènes considérables, que la longueur de la production rend imperceptible. Parallèlement à ce que Valérie a analysé comme crise de l'esprit, l'Allemagne fut en droit à la crise de l'historisme.
phénomène culturel complexe, antérieur à la guerre, mais qu'elle a précipité et dont multiples ont été les expressions. Du point de vue des temporalités, les critiques de l'affaire Camille, contre le temps homogène, linéaire et vide, et son appel à un temps messianique, sont depuis les plus connus. L'appel à un autre temps historique, celui d'une conjonction figurante entre un moment du présent et un moment du passé, est aussi une foi en une autre histoire qui invite à nouer autrement présent et passé, sans pour autant penser à l'idée de l'évolution. Dans cette constellation, le futur, transfiguré, demeure la catégorie rectrice, en donnant toute sa place au simultané du non-simultané, qui est une autre temporalité intense. De la force de l'idée de révolution témoigne aussi une chanson contraire, l'oxymore forgé en cette année, révolution conservatrice, qui est une singularité de l'époque de Weimar. Il s'agit en effet de rien moins que de mobiliser la force actuelle du concept de révolution pour recréer librement un passé qui n'a jamais existé. Contre la tyrannie du futur et ses méfaits, on se tourne vers le passé et ses bienfaits en opérant une double radicalisation passéiste et futuriste qui agit comme une double désorientation. Une autre critique, au moins une claire insatisfaction à l'endroit du temps moderne, s'exprime par une place nouvelle revenue à la mémoire en dehors de l'histoire des historiens. Dans un rapport critical, à côté de Proust, de Bergson, de Benjamin encore, il y a les débuts d'une sociologie de la mémoire développée par Maurice Halbwachs de 1920 à sa mort en 1944, alors même que la guerre de 14 a précipité les transformations sociales. Pour lui, toute mémoire collective a pour support un groupe limité dans l'espace et dans le temps. Chaque groupe ayant sa durée propre, il n'existe pas de soi universel et unique. Envisagé à partir de la mémoire, l'histoire ne peut donc que se trouver en position d'extériorité. Ces praticiens, d'ailleurs, ont commencé là où la mémoire s'arrête. Halbwachs n'en dit rien d'autre, mais il insiste sur le hiatus qui les sépare. La mémoire collective s'attache aux ressemblances, l'histoire procédant par raccourci, c'est ressortir les différences. Elle, je cite, extrait les changements de la durée, la mémoire étant le continu. Avec lui, après les fils, elle s'emploie à renouer le fil de la continuité. Et même, dit-il, si l'illusion ne dure pas, pendant quelque temps au moins, on se dit que rien n'a changé. Depuis l'université de Strasbourg, redevenue française, il y a enfin la réponse historienne, professionnelle des fondateurs des annales. Avant tout, il faut commencer par rompre avec toutes les instrumentalisations dont l'histoire venait, dans les deux camps, d'être l'objet, pour pouvoir viser, je cite, un effort d'analyse vraiment désintéressé. C'était la première réponse à la fois éthique et méthodologique de Lucien Febvre, rejoint à haute voix en 1919 sur son droit à faire de l'histoire dans un monde en réalité. Par ailleurs, poussé par la jeune sociologie, avait commencé à revendiquer une place sur l'histoire économique et sociale attentive à d'autres tensions du temps. Avec dès 1903, François Signon avait invité les historiens à se détourner de l'accidentel et de l'individuel pour s'attacher au régulier, au réfléchissif et au collectif. Quelques-uns s'engagèrent dans l'histoire des esprits. Ernest Lado s'achève son esquisse du mouvement des esprits qui est revenu en France en 1932. C'est partir du diagramme des régularités que se repose la question du changement historique. La révolution intervient-elle comme la résultante de tous les mouvements de la conjoncture, ou bien est-elle le produit d'un temps anormal? Là encore, comment réarticuler les frontières des catégories du temps? Dans leur adresse aux lecteurs, Bloch et Febvre annoncent en 1929 leur volonté de lutter contre ce qu'il s'appelle le divorce entre les historiens qui appliquent aux documents du passé leurs bonnes méthodes et les hommes engagés dans l'étude des sociétés et des économies contemporaines. Sans renier les spécialisations, il faut donc favoriser la circulation entre le passé et le présent, car, disent-ils, l'avenir de l'histoire économique est assuré, et aussi la juste intelligence des faits qui demain seront l'histoire. De plus, une certaine familiarité avec l'histoire aide à convaincre que le plus proche, dans le temps, n'est pas forcément le plus explicatif. Le combat principal se mène donc contre la culture entre passé et présent, devenu le credo de l'histoire méthodique. Mais il ne prétend plus, ce faisant, et à l'instar du fondateur d'art historique en 1876 et de contribuer à
la grandeur de la patrie et au progrès du genre. Bref, le futur semble s'être éclipsé, au moins de l'espace de la science. S'il demeure sous la figure du progrès une valeur pour les citoyens, l'historien républicain n'en fait pas ressort de sa réflexion le principe d'intelligibilité de l'histoire. Certes, on travaille à rendre perméable la frontière entre le passé et le présent. C'est l'intérêt bien compris de l'historien comme du sociologue et de l'économiste. On reconnaît et on assume la présence de l'historien dans l'histoire, mais on continue à se garder comme de la presse, de l'anachronisme, et on répugne une posture de prophète. Révélatrice est aussi l'attitude de Raymond Aron, qui publie en 1938 l'introduction à la philosophie de l'histoire. Il y critique férocement l'histoire positiviste, et n'est en doute, sinon la réalité, du moins la régularité. Surtout, fort de son expérience allemande, il connaît l'historisme et la crise qu'il traverse. Pour lui, l'historisme est défini comme, je cite, la philosophie du relativisme. Il correspond, ajoute-t-il, à une époque incertaine d'elle-même, à une société sans avenir, et se traduit par la substitution du mythe du devenir au mythe du progrès. Et encore ceci, au lieu de l'optimisme assuré que l'avenir vaudra mieux que le présent, s'étend une sorte de pessimisme ou d'agnosticisme. Contre ce fatalisme, il défend l'idée que le passé relève du savoir et le futur de la volonté. Aussi n'est-il pas à observer ce futur, mais à créer. Il partira pour Londres dès juin 1940 pour rejoindre les Français libres autour du général de Gaulle. Pour lui aussi, l'historien est dans l'histoire, et il ne fait pas doute qu'il y a une histoire souvent tragique et des choix à faire. L'homme a une histoire, ou mieux dit-il, est une histoire inachevée. Le fatalisme se révèle n'être en réalité que le symétrique inversé de l'optimisme du futur. Le signe s'inverse, et la structure propre du régime moderne d'historicité demeure la force indiscutable du futur. Quelques mots maintenant sur la situation après 1945. Que penser, pour reprendre le qualificatif d'Armand de la société, de l'inachèvement de cette histoire après 1945? Face à l'ampleur d'une question avec laquelle nos générations n'ont pas encore fini, je me limiterai à quelques remarques concernant les historiens. Que deviennent la croyance en l'histoire, avec le H majuscule, et le temps de notre progrès? Il y eut fort la conscience qu'une nouvelle brèche s'était ouverte dans le temps. Dans le monde d'hier, rédigé à l'attention lucide au Brésil en 1932, Stefan Zweig témoignait des ruptures entre notre aujourd'hui, notre hier et notre avant-hier. Tous les comptes seront rompus, disait-il. Notre héritage n'est pas cédé d'aucun testament. C'est la formule par là, forgée par le poète Nejar en 2014, publiée en 1946, où il cherchait à traduire ce qu'avait été l'expérience de la Renaissance. À Rennes, à Roger, la province aphorisme par son côté. À gauche, rendez compte de ce moment où vient à se creuser un écart entre passé et futur. Étrange espace d'entre-deux où les acteurs, elles, prennent conscience d'un intervalle dans le temps qui est entièrement déterminé par des choses qui ne sont plus et par des choses qui ne sont pas encore. En invitant à l'héritier ce qui sera légitimement sien, le testament, en effet une relation sur le temps, il assigne un passé à l'avenir. Il nomme, indique, où est le trésor, une expression d'arrêt, et ce qu'il contient. Le simple flux du devenir devient temps continu, scandé entre passé et avenir. Il se fait transport, tradition. Elle rapproche la formule de la phrase, la formule char de la phrase de Tocqueville sur le passé et l'avenir. La lumière peut-elle encore une rupture? Et pour nous dire historiens, eux, dont nous avons vu que déjà auparavant ils avaient pris leur distance par rapport à la version optimiste du régime moderne historique. Symptomatiques à cet égard sont les positions de deux d'entre eux qui vont devenir très proches en ces années d'avenir.
Lucien Febvre et Fernand Braudel. En 1946, Febvre lance le Manifeste des Annales nouvelles avec un titre très clair, Face au vent, et un nouveau sous-titre pour la revue, Économie, Société, Civilisation. Il soulignait qu'on était désormais entré dans un monde, disait-il, en état d'instabilité définitive. Les ruines étaient immenses, mais où il y avait, je le cite, bien autre chose que les ruines, et plus grave, cette prodigieuse accélération de la vitesse qui télescopant le continent, abolissant les océans, supprimant les déserts, mettant en contact l'humain chargé d'électricité contraire. L'urgence, sous peine de ne rien comprendre au monde mondialisé de demain, d'aujourd'hui déjà, était de retarder, non en arrière, vers ce qui venait d'avoir lieu, mais de soi en avant. Liberté, parce que le style Lucien Febvre, fini de guerre, a tout jamais fini. Si nous avons une chance de nous en tirer, nous Français, c'est en comprenant plus vite les lieux de l'eau, cette vérité évidence, en lâchant les parages, à l'eau oblige et nager ferme. Expliquer le monde au monde, répondre aux questions que se pose l'homme aujourd'hui. Telle est donc la tâche de l'historien qui fait face au vent. Quant au passé, il ne s'agit que de bien comprendre en quoi il diffère du présent. 3 ans plus tard, dans un article significativement intitulé Période d'histoire, il a signé d'ailleurs de Rio de Janeiro, qui est aussi un passage de relais entre tous les modèles, il réitère la nécessaire ouverture vers le monde et le futur, et plaide pour une histoire qui ne se laisse pas écraser par le passé, l'organisant au contraire, aussi, pour l'empêcher de trop peser sur les épaules des vivants. Oublier une nécessité pour les groupes, pour les sociétés qui peuvent vivre. Le futur est là, il cogne à la fenêtre, qui fait face apparemment à la génération de survie, qui est aussi la seule façon de renaissance à la pratique de l'histoire. La même année, 1949, Braudel publie La Méditerranée et le Méditerranéen, à l'époque du film. Longuement préparé avant la guerre, repris par son captivité, le livre manifeste de l'histoire culturelle paraît finalement en 1949. Il ne se prononce directement ni sur la période récente, ni sur la forte entraînement de son vidéo, bien sûr. On sait bien que l'auteur est, comme il l'a dit, peu sollicité par l'événement et que l'étagement des 3 temporalités donne le premier rôle à la longue durée à ces nappes d'histoire lente qui sont à la limite. Aussi, à l'orgueilleuse parole unilatérale de Reichke, les hommes font l'histoire, il oppose l'histoire faite aussi des hommes, façonnent leur dessin, et du même coup, ajoute-t-il, limite leur responsabilité. Ils ont peu de prise sur elle. Si les points de départ de Febvre Braudel diffèrent pour ce qui est du temps de l'histoire, ils s'accordent en étudiant du passé récent et se retrouvent dans l'idée qu'à un monde nouveau, il faut une nouvelle histoire. Celle des civilisations pour l'un, Febvre, celle de la longue durée pour l'autre, Braudel, et pourquoi pas la longue durée des civilisations. De son côté, Claude Lévi-Strauss, publié en 1952 Race et Histoire, parle également des civilisations. Il faut voir moins comme échelonné d'enfant qui est allé dans l'espace, accusant l'évolutionnisme ordinaire, qui n'invite à la de catégorie universelle, à celle seulement du petit mot, la mode particulier d'existence propre à notre société. Au fil de ces interventions, il ne fait rien d'autre que mettre fortement en question le régime moderne de l'historicité. Il en ira de même avec la distinction prochaine plus tard entre les sociétés chaudes et les sociétés froides, pour l'approprier à titre de théorie. Si les unes ont été modées par cette temporalisation théorique de l'histoire, et en fait un principe de développement, les autres non, pas encore, mais il est certain que toutes sont probablement des sociétés dans l'histoire et des sociétés dans l'histoire, avec cependant une moderne différents. C'était une manière de revisiter, de nuancer leur avenir. Pourtant, dans ces années de progrès et d'histoire, avec un ridicule dont leur fin et même un train d'enfer, Hiroshima est d'abord présenté dans la presse française, dans le monde, et précisément comme un exploit technique. La révolution est là, menace ou promesse, en tout cas victorieuse. Les vainqueurs de la guerre sont distincts et partagés. Reconstruction, modernisation, planification sont en dehors de nourriture de première eau. Le vent indique la marche en avant des pays en repris, l'avenir radieux qui fait le vent, miraculeusement, les conformeuses avec les gens de la protection. Le tout est orchestré par la droite, la nage nucléaire et la course en avant, en gros pour l'avant. Il y a un impératif pour les deux. C'est ça l'élévation des progrès, dont l'autre sera bientôt le début de la société de consommation. Ainsi, et pour conclure, entre les progrès sociaux et celui de la société, aussi beau et beau générique,
L'histoire est celle d'une différence. Les mouvements nouveaux, l'écart s'est accru au long de la période, est accumulé dans les années 1960 avec le structuralisme qui sera critiqué par ses adversaires, justement, comme un refus d'histoire et avec ce paradoxe. Plus les sociétés vivent sur un mode futuriste et font expérience d'une accélération croissante, plus les jeunes sciences humaines et sociales, à commencer par l'histoire, se soucient de systèmes, de structures, d'histoire d'ordre quasi immobile. Même si dans l'université en général, les schémas évolutionnistes de mode diffus demeurent actifs, voire très actifs, avec les filières marxistes. Mais quand après 1968, la révolution disparaît, ou achève de disparaître de l'horizon, le futurisme, celui de les Lumières, reprime fortement, et le présent dans l'espace des séries va progressivement s'imposer comme un catégorie dominante, tandis que le passé s'obscurcit. Et l'histoire, immanquablement, perd de son importance, avant d'être